Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferré. Les satisfecits reçus par le Niger au cours de la 63e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont été dévoilés ce matin au cours d'un point de presse conjointement animé par le ministère en charge de la justice, ceux de la société et le rapporteur général de la Commission nationale des droits humains. Selon donc eux, le Niger a occupé une bonne place au cours de cette rencontre. Le résumé de ce point de presse avec Balima Bourema et Siraj Maman. De la Commission, les différents textes adoptés par le Niger, ainsi que les modifications apportées aux différents textes sur les droits humains, ont eu une appréciation positive de la part des membres de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple. Le Niger a été cité comme le seul pays d'Afrique qui a ratifié la convention de Kampala sur les déplacés internes et qui a pris une loi pour internaliser cette convention. Ensuite, notre pays a été cité comme étant le premier pays à avoir signé le protocole à la Charte africaine sur la sécurité sociale et la protection sociale. Ensuite, le Niger est l'un des rares pays, ils ne sont pas encore une dizaine de pays, qui ont signé le protocole à la Charte africaine sur les droits des personnes handicapées et le protocole à la Charte africaine sur les droits des personnes âgées. Selon le représentant du ministère de la Justice, le Niger est l'un des rares pays à déposer les différents rapports en lien avec les droits humains. Le Niger est le seul pays d'Afrique, parmi tous les 53 pays qui sont membres de la Commission africaine ou de la Charte africaine, il n'y a que le Niger qui est à jour dans la soumission de ces différents rapports devant la Commission africaine. Le Niger est actuellement à son 15e rapport qu'il a soutenu en avril 2021 et il doit soutenir le 16e rapport en avril 2023. Il y a des États qui ne sont même pas à leur 2e ou 3e rapport. Donc ça a été salué de vive voix par le président et tous les membres de la Commission africaine pour cet effort qui a été fait par le Niger. Ces efforts ont été faits en collaboration avec la Commission nationale des droits humains et les organisations de la société civile. Ces dernières ont rendu un vibrant hommage aux autorités nigériennes pour leur implication. Globalement, il faut dire que l'autre chose, c'est qu'évidemment, nous avons été un modèle, la CNDH a toujours été un modèle, par rapport à la collaboration avec la société civile et même l'État. Parce que tout ce qu'on peut dire, nous sommes chargés de dire la vérité à l'État, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas de l'État aussi. C'est une institution de la République. Et le collectif qui a fait effectivement, et le service international des droits de l'homme, qui a fait son cheval de bataille, la mise en œuvre de ces recommandations. Nous réitérons encore nos remerciements à l'État partie du Niger et nous profitons effectivement de cet État pour faire un plaidoyer pour que soit pris en compte le mécanisme de mise en œuvre de cette loi. Nous sommes fiers ce matin parce que cette table de séance prouve à suffisance que le Niger est encore, depuis la nuit des temps, un laboratoire expérimental sur le partenariat entre les OSC et l'État. Depuis 2019, c'est la première fois que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples tient une session en présentiel. Covid oblige, ce qui a permis aux participants de faire un bilan sur les différents points en lien avec le respect des droits humains sur le continent. La dépravation des mœurs est un danger pour la jeunesse et pour tout un peuple. En tout cas, c'est ce qu'on assiste depuis pratiquement quelques temps, notamment avec la diffusion sur les réseaux sociaux des vidéos d'actes sexuels. Un phénomène qui préoccupe l'ensemble des populations, les structures et les parlementaires sur place. Le point avec Samira Alimega. Société assez préoccupant au Niger. Les vidéos d'actes sexuels publiées sur les réseaux sociaux au mois de novembre 2021 à Niamey et septembre 2022 à Maradi témoignent de la gravité de la situation. Même si pour les deux cas de figure, l'État a réagi à travers l'ouverture d'instructions par le procureur suivi de condamnations pour certains des acteurs.
Des structures, des jeunes organisés et des parlementaires mènent le plaidoyer pour que le Niger légifère sur la question. L'Association des jeunes musulmans du Niger appelle à la dénonciation. Demandons à tous les Nigériens de dénoncer toute activité visant à faire la promotion de l'homosexualité et pratiques assimilées dans notre pays et au-delà. Profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne reprise des activités académiques. Inviter les acteurs du système d'enseignement à privilégier le dialogue dans le règlement du conflit. Invoquer Allah le miséricordieux pour que cette année soit une année d'accalmie et de réussite éclatante pour tous les élèves et étudiants. L'honorable député Nana Joubi mène le combat pour qu'il n'y ait plus de vide juridique sur la question de l'homosexualité au Niger. À l'Assemblée nationale, nous représentons au moins 99% d'une religion et peut-être le 1% d'une autre religion. Et toutes ces deux religions auxquelles nous croyons restent très fermes par rapport à ce qu'est l'homosexualité, c'est-à-dire condamne l'homosexualité. La justice est restée silencieuse. C'est un devoir pour nous aujourd'hui de remettre cette question ou ce sujet sur la table pour qu'on puisse enfin décider de ce qu'on en veut réellement. Et ensemble, on a déjà entrepris les démarches pour pouvoir faire une proposition de loi pour qu'enfin l'homosexualité soit condamnée dans notre pays. Parce que ça reflète l'une des grandes situations de dépravation de mœurs qu'on peut citer dans notre pays, malheureusement. Une loi criminalisant l'homosexualité, c'est possible. Le Niger n'ayant pour pas ratifié de tests contraignants à la matière. Nous avons enregistré jusqu'à 254 recommandations. Mais sur les 254 recommandations, il y a 6 recommandations que le gouvernement n'a pas acceptées. Et ce sont des recommandations qui sont relatives aux droits des personnes dites homosexuelles. Le Niger n'a pas accepté cela. Donc le Niger n'entend pas légiférer pour mettre fin à certaines rumeurs qu'on entend par-ci, par-là. Le Niger n'entend pas légiférer pour reconnaître les droits des personnes homosexuelles au Niger. La preuve, il a rejeté toutes les recommandations qui ont été faites au niveau de l'examen périodique universel au mois de septembre 2021. Pour pallier à ce problème de société, il est nécessaire de mener des sensibilisations à l'endroit des jeunes, mais également surveiller l'accès aux réseaux sociaux et Internet des plus jeunes. La vigilance des parents est également recommandée. Et puis le ministre en charge de la jeunesse et du sport a décidé de mettre de l'ordre au Conseil national de la jeunesse en fin de mandat depuis pratiquement 3 ans. Le président Aliou Oumarou refuse la convocation d'une assemblée générale élective pour renouveler justement les instances. Se basant donc ainsi sur l'article 22 des dispositions qui régissent le fonctionnement du Conseil national de la jeunesse, le ministre a décidé de mettre en place un comité provisoire en lieu et place du Conseil national de la jeunesse avec une mission claire. Les raisons avec Abdelaziz Mamadou et Siraj Mamadou. C'est fondé sur un décret signé par le président de la République pour mettre un comité provisoire à lieu et place du bureau exécutif national qui est en fin de mandat depuis plusieurs années. Fini la récréation au Conseil national de la jeunesse du Niger. En fin de mandat depuis plus de 3 ans, le bureau actuel dirigé par le sieur Aliou Oumarou refuse la convocation d'une assemblée générale élective en vue du renouvellement de ses instances. Se basant sur le décret 2022-095 du 27 janvier 2022, modifiant et complétant le décret du 14 octobre 2015 portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la dite structure, le ministre de la Jeunesse a décidé de mettre fin à la dictature de l'ancien président. On est à terme depuis plusieurs années et les jeunes étaient en attente. Partout au Niger, chaque fois que nous sommes en mission, nous sommes interpellés. Et comme vous le savez, le ministre même a été interpellé à l'Assemblée nationale. Au cours de quelle interpellation on lui a demandé quand est-ce que le conseil sera mis en place. Donc c'était vraiment des raisons d'agenda et des ressources qui ont fait que vraiment ça n'a pas pu se faire quand ça devait se faire. Maintenant après, nous
avons voulu d'abord, sur l'instruction même de la primature, toiletter les textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du CNGN avant de procéder donc au renouvellement, parce qu'il y avait ce besoin vraiment de recadrer les textes. L'article 22, nouveau de ces mêmes dispositions, stipule qu'en cas d'impossibilité pour organiser les élections en vue du renouvellement du bureau exécutif, un comité provisoire est désigné par arrêté du ministère chargé de la jeunesse pour assurer les attributions du bureau exécutif. Disposition respectée à la lettre par le ministre, rappelle le directeur général de la jeunesse. Le ministère, compte tenu d'un certain nombre de raisons, a bien voulu, le ministre, mettre en application cette disposition. Et le ministre a pris cet arrêté pour mettre en place ce comité provisoire qui doit assumer désormais non seulement les attributions du bureau exécutif national, mais qui doit aussi, en collaboration avec le ministère, organiser le renouvellement des instances nationales et déconcentrer aussi du Conseil national de la jeunesse. Ce comité-là, qui est composé de jeunes, est en train de travailler, ils sont déjà à leur deuxième réunion pour produire un agenda détaillé qui va permettre d'aller vers des élections libres et démocratiques pour mettre en place le bureau exécutif national, mais aussi les déclinaisons territoriales du CNGN depuis la commune, de façon pyramidale. On fait la commune, le département, la région et le niveau national. Le dit comité est composé de 5 membres issus du mouvement associatif et âgés de moins de 35 ans dans le sens de la définition donnée par la Charte africaine de la jeunesse. Il travaille de concert avec le ministère, les personnes ressources et tous les acteurs concernés par la question afin de redresser cette structure plongée dans la léthargie du fait du refus du président à renouveler les instances. Autre aspect de cette édition, dans le cadre de garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que d'une bonne fluidité de la circulation, la police opère des contrôles des pièces des engins à 2 roues et tricycles. Parmi les pièces demandées figure le permis de conduire. Sur cette question, il se fait donc remarquer une confusion sur le permis de conduire qui donne droit à prendre les motos. Alors, quel permis pour quelle moto? Élément de réponse avec Youssef Haïdara. La police de la circulation routière procède depuis quelques semaines à un contrôle de pièces des engins à 2 roues et tricycles. L'opération vise à s'assurer de la régularité de ces derniers vis-à-vis de la loi. C'est aussi un moyen pour garantir la fluidité de la circulation et la protection des personnes et de leurs biens. Ces contrôles inopinés permettent aussi de lutter contre le vol des motos. Durant ces opérations de contrôle, un certain nombre de pièces sont demandées aux usagers, parmi lesquelles le permis de conduire. Nous avons sondé quelques usagers de la route sur les catégories des permis de conduire et les types d'engins qu'ils couvrent. Catégorie poids lourd. Je dispose d'un permis de catégorie poids lourd et ça me permet de prendre une moto, car ce permis me donne le droit de prendre une moto dont la puissance varie entre 50 et 125 cm3. Et gabo moteur kul kambisa 50 ko 125 kulu egenga sambuka. Léger de nos gars. Moi j'ai un permis pour les poids légers. Il me permet de prendre également une moto et aussi tout type de voiture dont la capacité ne dépasse pas la catégorie B. Léger au danga poporo da pineta ayo moto pineta chiko kulu ageno fond. C'est à peu près exact, sauf que selon le service de la division circulation routière du ministère des Transports, il y a une nuance à ce propos. Les permis de catégorie B, C, D et plus délivrés aux conducteurs de véhicules à 4 roues, c'est-à-dire les voitures, ne permettent de conduire que les motos dont les cylindres ne dépassent pas les 125 cm3. Vous avez 2 catégories de permis pour les motos. Le permis A1 pour les cylindrés inférieurs à 125 et le permis A pour les cylindrés et les tricycles au-delà de 125 cm3. Vélomoteur, tricycle ou quadricycle, dont les cylindrés, comme je dis, la puissance est entre 50 cm3 et 125 cm3, vous avez la catégorie du permis qu'on appelle A1. Ce permis A1, à partir de 15 ans, votre enfant peut aller s'inscrire à une auto-école, apprendre le code,
et passer au centre pour faire la conduite. Pour conduire les motos à cylindrée supérieure à 125 cm3, il faudra forcément passer par un test de conduite de la route, même si on est détenteur d'un permis de conduire pour voiture. Le permis A, c'est le permis donc pour les motos supérieures à 125 cm. Et là également, il faut s'inscrire dans une auto-école, apprendre le code, passer le code au centre. Et cette fois-ci, contrairement au permis A1 où vous n'avez même pas besoin de faire la conduite, il faut nécessairement faire un test de conduite également au niveau du centre. La confusion sur quel permis pour quelle moto est consécutive à l'ignorance des usagers sur les différents types de permis qui existent. Il revient alors aux auto-écoles d'intensifier la sensibilisation aux demandeurs du permis de conduire. Sur initiative de la ANEHA se tient depuis ce matin un atelier sur l'implantation de l'industrie dans le programme électronucléaire. L'atelier qui a regroupé les acteurs publics et privés a été ouvert par la ministre en charge de l'industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes, n'est-ce pas, Boukaramadou et Rabilou? Les différents acteurs, publics, privés et la société civile, œuvrant dans le domaine de l'énergie nucléaire en renforcement de capacités sur l'implantation de l'industrie dans le programme électronucléaire au Niger, une initiative de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique ANEA qui s'inscrit dans une série d'activités programmées dans le plan intégré de travail convenu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. En effet, et sans répit, le CTNPEN s'est attelé à établir un plan intégré de travail afin de mettre en œuvre toutes les recommandations. Et fort malheureusement, la pandémie de Covid-19 n'a pas permis d'exécuter le calendrier qui a été fortement perturbé, et ce n'est qu'en 2021 qu'il a été possible de relancer les activités, de relancer effectivement la mise en œuvre de ces activités. Aussi, parmi les recommandations, une concerne le développement industriel portant sur les aspects notamment de l'implication des industriels dans le programme électronucléaire et la prise en compte de la spécificité du programme dans la politique industrielle nationale. Dans cette initiative, la HANEA a bénéficié du soutien et de l'accompagnement de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui joue toute l'importance de l'implantation de l'industrie dans le programme nucléaire. La capacité industrielle d'un pays dans le développement de l'électronucléaire est extrêmement importante. Et pas seulement l'électronucléaire, dans tout type de développement, quel qu'il soit, énergétique, la capacité industrielle est un des points les plus importants. Cet atelier est pour le développement industriel du Niger. Et c'est avec un grand honneur que nous sommes là et nous essayons de représenter l'AUA pour vous permettre d'atteindre cet objectif-là. L'objectif du présent atelier est d'outiller les parties prenantes sur les différents aspects du programme électronucléaire et de réfléchir sur un modèle de participation des industries qui tiendront compte de toutes les dimensions socio-économiques du développement. En termes d'objectifs spécifiques, il s'agit notamment, d'une part, de présenter les opportunités du programme électronucléaire, l'évaluation des capacités et du potentiel des industriels nationaux et locaux, y compris la formation et le perfectionnement nécessaires pour exploiter le dit potentiel, l'évaluation de l'intérêt des industriels concernant la participation au programme électronucléaire, l'évaluation du montant des investissements nécessaires pour mettre à niveau les installations et les programmations industrielles et estimer la probabilité que ces investissements puissent être effectués. Cet atelier qui regroupe toutes les parties prenantes permettra de réfléchir et d'échanger sur l'approche devant conduire à l'élaboration d'un plan de développement industriel dans la droite ligne du programme électronucléaire et l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Mais dans quelques instants, vous suivrez la rediffusion de votre émission Presse Plus avec Abdelrahman Younoussa Issa. Très bonne réception. Au revoir.